Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette nouvelle review Jojo Lion. En ce moment, dans les chapitres, c'est la dinguerie absolue. On ne sait plus où donner de la tête, tellement tout ce qu'il se passe est incroyable. Alors, c'est toujours avec un immense plaisir que je redécouvre les anciens chapitres, grâce à la sortie des tomes de la parution française chez Delcourt. Alors oui, le rythme de parution est toujours infernal, et on devra prendre au moins 2 ans de plus dans la gueule pour avoir entre nos mains les événements des derniers chapitres. Et que voulez-vous? La qualité a un prix, j'imagine. Enfin bref, aujourd'hui, je vais revenir sur le tome 19 sorti au début du mois de janvier. Le tome 19 qui annonce donc la fin du combat contre Pourtom et le début d'un arc très intéressant. Regardez-moi comme il est beau ce tome, avec son incroyable mélange de couleurs et ses 3 persos débordants de charisme. Probablement ma cover préférée depuis le tome 14, elle est réellement sublime. Bon, pour les nouveaux arrivants sur ces reviews, sachez qu'elles sont assez différentes des reviews de chapitres. Ici, seulement la partie résumée est écrite. Je fais la review en improvisation, avec seulement quelques notes pour revenir sur les différents éléments notables du tome tranquillement. Et bon sang qu'il y en avait dans celui-ci. Donc, pas de théorie ni de spoiler sur la suite de l'intrigue. On se pose simplement pour parler de Jojo Lion, et ça fait du bien. Comme d'hab, vous avez le sommaire pour vous rendre où vous voulez, sachez juste que la partie résumée est un peu plus longue que d'habitude, car il se passe pas mal de trucs. Et j'ai essayé d'être assez précis pour proposer une description des événements intéressante et dynamique. Allez sur ce, il est temps de retourner dans ce verger enflammé. Là où une bataille sanguinaire fait rage, pour l'obtention de la branche de l'Okakaka tant convoitée. Alors que nous avions quitté le tome précédent avec Mamezuku qui tenait en otage Pourtom ainsi que la branche, une situation extrêmement tendue donc, on reprend avec une petite explication du passé de notre cher Rai. Ses parents, qui étaient de grands cultivateurs de poires réputés, se sont vus contraints d'abandonner le verger à cause d'un vol. Mamezuku, alors un jeune garçon caractériel, quitta le domicile familial pour s'installer à sa fameuse station de ski, et commencer à cultiver et vendre des fraises, ce qui lia son destin à celui de la famille Higashikata. Après un bref aperçu de l'état de Noriske et Joshu, tous deux relativement mal en point, Mamezuku malmène Pourtom sous le regard lointain de Jobin et son fils. Pourtom, qui regrette son instant de bonheur entre les cuisses de cette femme, alors en situation de crise, choisit d'exhumer son stand, afin de faire plus de dégâts dans un rayon d'action plus limité. Mamezuku subit violemment ses effets, le défigurant totalement. Mais Josuke, se rappelant des dires de Mamezuku, envoie des Yves du Japon sur Pourtom à l'aide de ses bulles, à savoir des fruits libérant un poison mortel lorsque les graines sont ingérées. Grâce à l'habile combinaison des bulles, de l'effet d'Ozone Baby et de la lacération de la langue de Pourtom avec Doggy Style, ce dernier va avaler les graines. C'est donc un duel à mort qui s'engage entre Mamezuku et Pourtom. Entre la pression sur Mamezuku et le poison en Pourtom, les deux possèdent désormais une épée de Damoclès qui s'abattra forcément avec le temps. Mais Pourtom a plus d'un tour dans son sac. En effet, ce dernier avait sorti un couteau, non pas pour la lame, mais bien pour l'étui, qui va lui permettre d'ajouter de la pression en serrant la corde, et alors envoyer un sale coup à Mamezuku. Pourtom, alors totalement affaibli par le poison et l'étranglement, prévient Josuke de ne pas l'approcher, de ne pas le poursuivre, et va ramper jusqu'à la branche pour enfin mettre la main dessus. Il va alors fuir jusqu'à l'ambulance pour retrouver ses alliés et leur donner la branche. Mais Josuke, déterminé, s'approche en préparant une étrange bulle faite de différentes couches avec Soft and Wet. Il va la lancer en direction de l'ennemi, et Pourtom commence à paniquer en voyant que les couches de la bulle éclatent au fur et à mesure qu'elle se rapproche de lui, laissant entrevoir quelque chose à l'intérieur. Pourtom, acculé, recule et répète à Josuke de ne pas s'approcher plus. Auquel cas la pression d'Ozone Baby viendrait vraiment à le tuer. Alors complètement terrorisé par l'approche de cette bulle qui l'effraie plus que tout de par sa nature inconnue, il va se prosterner devant Josuke en lui donnant de l'argent. Il va même arrêter la pression, mais ce fut sa plus grosse erreur. Car au moment où ce sera chose faite, il va se rendre compte qu'en réalité, la bulle à plusieurs couches de Josuke ne cachait absolument rien. Pourtom est dépité. Il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire. Courir à toute vitesse vers l'ambulance, branche entre les mains, pour la remettre à ses alliés. Mais alors qu'il allait atteindre l'ambulance, il se fait soudainement transpercer, tombe à terre raide mort, et la branche glisse jusqu'à l'ambulance qui repartira avec. Josuke arrête sa course et ne comprend pas ce qu'il se passe. Il n'est pas à l'origine du meurtre, alors, qui ça peut bien être? En tout cas, peu importe qui c'est, les faits sont là. Malgré tous les efforts de Josuke et Mamezuku, ils ne sont pas les vainqueurs de cette bataille. Josuke fond en larmes. La branche a été obtenue par les alliés de Pourtom.
Plus d'espoir pour sauver Oli, ni même ce pauvre Tsurugi du côté de Jobin, qui sera voué à subir la malédiction des Higashikata. Enfin, il se pourrait bien que cela ne se soit pas réellement passé comme ça. On passe du côté de Tsurugi, qui parle avec son grand-père d'une manière bien calme. Grand-père qui lui demande où se trouve Jobin. Tsurugi est étrange, et semble vouloir éviter les questions de Norisuke. Il va alors retrouver son père derrière la maison, et... contre toute attente, Jobin possède la branche. Ils ont gagné. Mais alors, comment est-ce possible, étant donné que Pourtom s'est sacrifié pour la remettre à ses alliés? Eh bien, il s'avère que la branche de Pourtom était une fausse. Et les hommes de l'ambulance vont la prendre à leurs dépens. On a alors le droit à un flashback qui nous montre ce qu'il s'est réellement passé. En réalité, Paper Moon King s'est posé sur la tête de Pourtom lorsqu'il était sous un arbre. Ce qui fait qu'il a confondu la branche de l'Okakaka avec une branche tout à fait normale, due à la capacité du stand de Tsurugi. Ainsi, Jobin a pu récupérer la vraie, avec un plan digne de l'homme à la détermination dorée. Cet arc intense va alors se terminer sur une autre conversation entre Jobin et son fils, qui lui dit que cette branche, qu'ils feront pousser sur un cactus pour qu'elle bourgeonne plus rapidement, leur appartient à eux et à eux seuls. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont gagné, et personne d'autre. La justice est toujours du côté des vainqueurs. Du côté des perdants, Josuke retrouve un Mezuku, toujours en vie, caché sous ses bandes de doggy style. Après ce combat d'une tension folle, on a le droit à une petite remise en contexte sur le Lokakaka et l'identité de Josuke. Avec toujours la même question qui se pose du côté de Josuke, qui a bien pu voler cette branche? Une discussion entre la famille Higashikata et nos deux héros va commencer. Alors que Josuke explique à Norisuke que la branche a été volée par les gens de l'ambulance, Jobin joue très mal la comédie, mais fait mine de ne rien savoir. Après une exposition de l'incroyable plan de Joshu pour redresser la maison de fruits Higashikata à base de champignons Matsutake, Mamezuku et Josuke partent. Mamezuku dira à Josuke de se méfier de Jobin, étant donné son attitude étrange. Il est certain qu'il leur cache des choses, et il y a de fortes chances que ça soit lui qui ait mis le feu au verger. Enfin, nos chers compères n'ont pas le temps de se demander pourquoi. L'objectif principal est de récupérer la branche à tout prix en allant à l'hôpital où est allée l'ambulance. Et hop, transition sur l'hôpital en question. Une femme se gare et descend de sa voiture avec une certaine classe. Il s'agit de Mitsuba Higashikata, la femme de Jobin, en route pour un rendez-vous médical concernant son audition. Après avoir fermé la porte de l'ascenseur au nez d'une vieille, elle entre en salle de consultation. Le médecin, homme singulier se nourrissant d'algues, va se pencher sur la femme, passer délicatement sa main sur son cuir chevelu, au-dessus de son oreille, et l'on verra cette partie se transformer en pierre l'espace d'un instant. Faisant mine de rien, le médecin lui dit que tout va bien, elle n'a aucun problème de santé. La Mitsuba commence à se poser des questions. Depuis qu'elle consulte ce médecin, rien ne va. Après s'être fait refaire les seins, ses dents se sont désordonnées, et après les avoir fait remettre en place, son audition à l'oreille droite s'est détériorée. Une partie de son corps qui se transforme en roche, et une suite d'événements qui fait penser à un certain échange équivalent, il y a de quoi douter sur la nature et les techniques utilisées par ce médecin. La femme de Jobin en a marre, et demande à ce que son corps soit en parfait état, sans ne rien perdre après chaque correction, une bonne fois pour toutes. Le médecin lui dit que c'est possible, à condition de dépenser 200 millions de yens, soit environ 17 000 €. Après cette étrange proposition que Mitsuba a acceptée, on retrouve Yasuo qui est également en attente dans cet hôpital à cause de règles douloureuses. Elle va apercevoir Mitsuba en chaise roulante, traînée par l'étrange médecin en question, avec les jambes entièrement craquelées et dégringolantes. Plus de doute n'est permis. Quelque chose cloche avec ce médecin, et c'est lié au Lokakaka. En voyant Mitsuba dans cet état, Yasuo commence à la suivre, et va appeler Josuke. Ce dernier va la mettre au courant de la situation quant à la branche, et Yasuo va dire à Josuke que quelque chose cloche avec Mitsuba, en raison de sa peau craquelée. En entendant ça, qui fait bien sûr référence aux hommes rochers et au Lokakaka, Mamezuku et Josuke préviennent Yasuo de faire très attention, et de quitter l'hôpital au plus vite. Tout ça pourrait être lié. Mais Yasuo, avide de curiosité et de vérité, va faire des recherches sur le médecin grâce à Paisley Park. L'on apprend qu'il s'appelle Wu Tomoki, et que c'est un chirurgien esthétique. Et là, en comparant son visage avec l'homme de l'ambulance qu'elle a vu sur la photo que Josuke a envoyée, il n'y a pas de doute. Wu Tomoki était l'un des deux hommes dans l'ambulance, celui qui s'est rendu compte de la supercherie de la fausse branche. Mitsuba va sortir de la salle de consultation, avec des jambes et un corps en parfait état. Le traitement a l'air d'avoir marché. Mitsuba va interpeller Yasuo et l'analyser sous toutes ses formes. Yasuo va lui demander pourquoi ses jambes sont en bon état, et aussi
Où est passé le fauteuil roulant? Mitsuba ne comprend pas ce qu'elle veut dire, et préfère se vanter de ses seins et de son corps parfait. Tu me diras après un tel coup, heureusement que tout est parfait. Mais Yasuo continue à lui poser des questions. Où se trouve le Docteur Wu? Mitsuba semble avoir des trous de mémoire quant à ce qu'elle fait dans cet hôpital. Les deux femmes vont soudainement être intriguées par le tiroir du bureau qui semble contenir quelque chose. Et elles ne s'étaient pas trompées. En l'ouvrant, elles vont tomber nez à nez avec le fameux fauteuil roulant qui transportait Mitsuba, totalement aplati. Mitsuba va réagir de manière très étrange, en faisant mine de n'avoir rien vu et en mangeant une algue à la manière de Wu Tomoki. Yasuo, paniqué, appelle Josuke, mais un brouhaha va commencer et d'étranges morceaux de roche vont foncer dans l'oreille de Yasuo, mettant à terre cette dernière. Mitsuba se lève et traîne la pauvre inconsciente dans la salle. C'est ainsi que se termine ce tome. Alors, que dire sur ce tome? Alors c'était un tome très intéressant auquel on a eu le droit, qu'on a attendu un certain temps quand même, hein, mais que je suis content d'avoir pu lire, c'était un gros kiff à lire. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est toujours bien plus agréable à lire en tome qu'en scan, même si j'ai un petit défaut à donner sur les tomes, c'est que vu que le Jolion est une partie qui est vraiment très construite en double page, même si les doubles pages sont découpées, ça reste qu'elles sont découpées sur la double page, et ben en tome c'est vrai que c'est moins ouf parce qu'il y a la rainure du milieu de tome qui gâche un peu le truc. C'est pour ça que les scans sont un peu mieux pour ça, mais globalement j'adore lire Jojo Lion en tome, c'est vraiment un gros plaisir. Bref, alors du coup il y a deux événements principaux qui se passent dans ce chapitre, enfin deux arcs qui s'entrecroisent, à commencer par le combat contre Pourtom, et donc la fin du combat contre Pourtom. Alors, désolé si vous allez entendre des petits bouts de page en fond, c'est normal, je suis en train de feuilleter mon tome. Alors du coup, ce combat qui commence avec un petit flashback de Mamezuku, petit flashback encore une fois, parce qu'il y en aura d'autres sur Mamezuku qui sont plus intéressants, qui explique ce qui s'est passé avec ses parents et leur verger par rapport aux pommes, etc. Et déjà j'ai beaucoup aimé la transition qui se fait ici, parce qu'en fait dès qu'il parle de la famille Gashikata et du fait qu'ils bossaient pour Noriske, et bah hop, on a une transition sur Noriske et Joshu qui sont morts, pas dans le sens littéral du terme, mais qui sont avachis sur leur canapé ensanglantés à cause de la pression d'Ozone Baby, donc j'ai beaucoup aimé cette transition. Et du coup le combat reprend sur le combat à mort du coup entre Mamezuku et Pourtom. Le dernier tome nous avait laissé sur un giga cliffhanger avec Mamezuku qui tenait d'un côté la branche et de l'autre côté Pourtom. Et du coup la suite de cet ultimatum est assez incroyable, parce qu'en fait il va y avoir un combat à mort qui va s'enclencher avec un compte à rebours des deux côtés, c'est-à-dire que Mamezuku lui eh bien il a la pression d'Ozone Baby. Je reviendrai sur cette capacité d'Ozone Baby d'ailleurs plus tard. Bref, il a la pression d'Ozone Baby, et puis Pourtom lui il a avalé la graine diff. Je reviendrai sur la graine diff, et du coup j'ai beaucoup aimé ça parce que ça faisait vraiment une confrontation hyper tendue, un giga combat à mort qui ne saura se résoudre que dans la durée, sauf si quelqu'un lançait un coup en premier, ce qui s'est passé du coup avec Pourtom qui a eu une technique extrêmement intelligente en créant une pression avec son étui de couteau. C'était surprenant, on se doutait pas qu'il allait faire ça avec son couteau, et j'ai trouvé ça très très bien foutu. Alors, un bon retournement de situation, et encore une fois, une bonne utilisation de stand. Et ça y est, j'ai dit le mot, ce tome là, ça fait quelques tomes que je me répète là-dessus, mais c'est vrai que Jojo Lion depuis quelques tomes là, depuis même le début à vrai dire, en termes d'utilisation de stand et d'exploitation des capacités des stands des personnages, c'est toujours très très god tier. Là, les principaux trucs que j'ai notés en rapport avec l'utilisation de stand, c'est bien sûr la variation d'Ozone Baby, c'est-à-dire que à un moment, Pourtom a arrêté d'utiliser Ozone Baby sur toute la surface de la maison pour se concentrer sur une surface plus courte, mais qui fait plus de dégâts en fait en exhumant son stand. Donc ça faisait que plus on se rapprochait de lui, plus il y a la pression qui s'envoyait, etc. J'ai trouvé ça très intelligent, le fait que le stand puisse changer comme ça en l'exhumant. Et du coup oui, ça a permis un très bon combat avec Mamezuku et Josuke. Donc ça c'était cool. Il y a aussi le bluff de Josuke avec sa bulle et ses envois de graines. Ça j'ai bien aimé. Alors je pensais pas que Josuke pouvait faire une bulle à plusieurs couches comme ça pour mettre un truc au milieu. Ça c'était une super idée. Pareil pour le fait qu'il envoie les graines diff en servant de ses bulles et de la pression de Ozone Baby. J'ai bien kiffé ça. Donc voilà, Soft and Wet est bien utilisé. Pareil pour Doggy Style. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe à la fin du combat quand on voit Mamezuku qui est caché par ses bandelettes de Doggy Style où on voit ses yeux qui ressortent, etc. J'ai beaucoup aimé cette utilisation de Doggy Style. Enfin bref, très très bon en termes d'utilisation de stand, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et c'est une des raisons qui font que Jojo Lion, j'adore cette partie, bordel. Sinon, pour revenir au combat en lui-même, c'était très cool. Il y a notamment un aspect qui m'a bien plu dans ce combat, c'est l'aspect violent du combat.
On avait vraiment des gros plans sur les visages des personnages qui étaient entièrement déformés, ensanglantés avec les yeux révulsés, déchiquetés de partout, etc. Des bons plans un peu à la Stardust ou à la Battle Tendency / Phantom Blood, aux premières parties de Jojo en fait. Et j'aime beaucoup ça, j'adore ce style de dessin. Et vraiment, je me répète, et c'est vrai que Jojo Lion renoue beaucoup avec cet aspect très très violent de Jojo. On n'avait pas perdu, hein, parce que Steel Ball Run c'était aussi le cas, mais là, il y a vraiment des trucs qui se passent et j'aime beaucoup cet aspect violent du combat. J'ai bien kiffé ces dessins là, et puis voilà, l'impact des coups, etc. C'était God tier. Pour Tom, faut que je parle un peu de ce perso quand même. J'ai beaucoup aimé l'ambiguïté un peu avec pour Tom, c'est-à-dire que il est là pour récupérer la branche de l'Okakaka, mais on voit qu'il veut pas nécessairement tuer tout le monde. En fait, il est là pour son objectif. Et quand il sera en train d'échapper à Josuke et de le fuir, il lui dira vraiment que putain, mais s'il se rapproche, il va mourir quoi. Et limite, on peut voir ça comme une technique, mais moi j'ai limite vu ça comme s'il voulait que Josuke reste en vie. En fait, il voulait même pas qu'il meure en fait. Tellement il lui rappelait que putain, si tu te rapproches, tu vas crever Josuke. Et j'ai bien aimé ça, il faisait un peu pitié, je trouve, à la fin. Ça faisait une espèce de petit parallèle avec Shigeshi, je trouve, avec le Josuke qui est en position de force, et pour Tom ou Shigeshi qui est en position de faiblesse et qui se met à utiliser des techniques liées à l'argent, notamment pour s'en sortir. C'est vrai que pour Tom, c'est un bon perso, il fait pitié. Et on aime toujours voir les méchants de Jojo se prosterner face au Jojo en question. Et du coup, justement, Josuke a eu son moment badass, qui avait le contrôle total sur pour Tom, et j'ai bien aimé de toute façon. À chaque fois que Josuke a ses moments badass, il est incroyable, il a des regards de fou, il a une détermination en or, etc. J'aime beaucoup Josuke, franchement il y a une bête d'évolution, etc. Mais ça on en parlera quand le manga sera terminé et j'ai pas envie de spoiler. Et surtout, le truc le plus incroyable du combat, le truc qui m'a le plus plu, dont j'avais déjà parlé juste avant, enfin dans la review d'avant, pardon, c'est le fait que ce combat est une giga référence au combat pour avoir la flèche Requiem de A à Z quoi. C'est-à-dire que t'as plusieurs camps qui s'affrontent pour avoir une flèche ou en l'occurrence une branche, un objet spécial convoité, etc. Chacun va l'avoir à tour de rôle, etc. Tout le monde se battra à fond pour l'avoir et franchement on a une full référence à Requiem. Et j'adore ça. On a eu donc la planche que j'avais un peu teasée dans la dernière review avec Jobin qui chope la branche comme ça à la manière de Giorno. Ça c'est l'ultime point qui nous fait penser que ce combat est en effet une référence au combat pour Requiem, donc à Golden Wind. Parce qu'il tient vraiment sa branche de la même manière que Giorno. J'avoue que quand j'avais lu ça en scan pour la première fois, waouh, bon sang que j'avais kiffé. Bon du coup ça me fait une bonne occasion pour parler de Jobin. Jobin qui est un peu finalement l'élément central du combat contre pour Tom. Parce que c'est véritablement lui qui aura la maîtrise sur à peu près tout pour avoir la flèche. Et Jobin franchement, on a une superbe narration qui est faite avec Jobin et la révélation. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le fait qu'on voit que pour Tom se prend une balle ou je ne sais quoi. Enfin pas une balle mais on se voit qu'il se fait transpercer à un moment. On sait pas d'où ça vient, j'ai beaucoup aimé le retour avec Tsurugi qui parle à Norisuke et qui après va rejoindre son père. Et une fois qu'il a rejoint son père, ça nous explique ce qui s'est réellement passé. J'ai beaucoup aimé cette narration. Jobin c'est vraiment un perso que j'adore en fait, c'est vraiment le personnage ambigu qui essaye de s'auto-persuader que ce qu'il fait est bon, on en avait déjà parlé mais Jobin c'est vraiment un Walter White, c'est vraiment le Walter White de Jojo, c'est à dire que il fait des trucs, objectivement il fait des trucs qui sont très mauvais mais il le fait pour sa famille et lui-même est dans le déni et essaye lui-même de s'auto-persuader que ce qu'il fait est bon. La phrase qui justifie ça à 100% c'est bien sûr la justice est toujours du côté des vainqueurs. Là c'est vraiment la phrase ultime d'auto-persuasion que ce qu'il fait c'est la justice parce qu'il est le vainqueur, etc. Enfin bref, j'adore l'ambiguïté autour du personnage de Jobin vraiment. Et voilà, ce chapitre le prouve encore une fois. Ah oui, ça me fait penser, mais le plan c'est aussi une très bonne utilisation de stand, ça, le coup d'utiliser Paper Moon King pour que pour Tom confonde la branche avec une branche normale. Et pour aussi que Norisuke voit tout le monde différemment, pour qu'il puisse parler avec son père tranquille. Très bonne utilisation de Paper Moon King aussi, j'avais oublié d'en parler. Et bref, du coup, Tsurugi lui fait confiance aveuglément à son père et lui-même. Je pense que même... j'adore vraiment cette admiration qu'a Tsurugi envers son père. Il lui fait confiance de ouf parce que Jobin a quand même un certain charisme et lui fait comprendre que c'est bien ce qu'ils font. Mais je pense que même Tsurugi doute un peu de la justice de son père parce que même lui, il lui posait des questions dans le dernier tome en mode est-ce que t'es sûr que c'est bien papa, etc. Mais bref, j'aime beaucoup aussi cette ambiguïté de Tsurugi. En mode, il fait confiance à son père parce que c'est son père et il veut son bien. Mais en même temps il se demande aussi si lui, si ce qu'il fait c'est très moral, etc. En tout cas voilà, ça a marché, la relation entre les deux est très bonne. Et Tsurugi du coup est bien déterminé à faire confiance à son père jusqu'à la fin. Pour voir où est-ce que ça va amener, tout ça, voilà. Donc j'ai beaucoup kiffé. Et du coup, chose assez notable de la fin de ce combat est très intéressante parce qu'en fait,
eh bien c'est l'antagoniste qui a gagné. Jobin a totalement réussi son plan, il a obtenu la branche et il a réussi à orienter Mamezuku et Josuke sur la mauvaise voie en fait, parce que la branche n'est absolument pas à l'hôpital, et vous verrez dans les prochains tomes que eh ben, ils auraient mieux fait de pas y aller à cet hôpital là, que ça va les foutre dans la merde. Et du coup oui, Jobin a le contrôle total sur ce qui se passe. Il a envoyé Jobin et Mamezuku dans un endroit de merde où il va se passer des dingueries, pendant que lui s'en sort tranquillement avec sa petite branche. J'aime beaucoup le fait que Jobin a réussi à tout maîtriser lors de ce combat, c'est assez original comme fin. Bon, les méchants ont déjà gagné dans Jojo, c'est arrivé, mais là je trouve que c'était particulièrement bien foutu. Surtout quand on réfléchit au fait qu'en fait, tout aurait pu se terminer là. Si Josuke avait réussi à choper la branche de l'Okakaka, tout Jojo aurait pu se terminer là, hein, ça, parce qu'il aurait pu sauver Oli, etc. Et peut-être même qu'il aurait pu trouver un terrain d'entente, pardon, avec Jobin pour pouvoir se servir du Lokakaka à bon escient, se partager, etc. Mais non, voilà, à cause de l'égoïsme de Jobin et ce personnage, simplement, ce qui fait ce qu'il est, du coup, voilà. Jojo ne s'est pas terminé là, et c'est tant mieux parce que vous allez voir les dingueries qui vont arriver par la suite. Ça va être assez ouf. Allez, en parlant de la suite, on va commencer par parler du coup Enfin, on va continuer plutôt en parlant du deuxième événement principal de ce tome, à savoir le début du combat contre Doctor Who. Alors Doctor Who en scan, c'était un chapitre que j'ai pas mal aimé. Alors je sais que c'est assez... Enfin un arc que j'ai pas mal aimé. Je sais que c'est un arc qui est assez discuté au sein de la commu. Moi j'ai beaucoup aimé l'arc Doctor Who, mais j'en parlerai pas plus histoire de ne pas spoil. Et voilà. Là ce que j'aime beaucoup dans cet arc, c'est vraiment l'ambiance qui est assez incroyable. On se demande, on se doute bien que c'est un homme rocher ou qu'il utilise le Lokakaka type, etc. Il y a vraiment une ambiance pesante qui traîne sur ce cher Wu Tomoki. Il fait flipper, il a un charisme et on sait pas ce qui se passe exactement. Il a des super regards, etc. Et vraiment j'adore ça, j'adore cette ambiance mystérieuse avec Doctor Who. Même le cliffhanger, on sait pas exactement ce qui se passe, etc. J'aime beaucoup Doctor Who, j'aime beaucoup Wu Tomoki. Et puis voilà, ça passe aussi par l'entretien du mystère avec les alliés de Pourtom et leur motivation. On se demande bien ce qu'ils veulent ces gens-là, Wu Tomoki, etc. Parce que c'est vrai que depuis la mort de Damo, on se demande bien qui sont tous ces hommes rochers, tous ces gens qui viennent attaquer Josuke et les autres pour obtenir leur branche de l'Okakaka. Et voilà, j'aime beaucoup cette ambiance-là de mystère, on a envie de savoir leur motivation. Et puis vous allez voir que ça sera peut-être révélé plus tard, mais j'en dirai pas plus. Enfin bref, j'adore Utomoki, mais ce combat ne serait pas aussi intéressant sans l'un des protagonistes principaux de ce combat, à savoir Mitsuba. Alors Mitsuba Higashikata, qui était un perso qu'on a rarement vu jusqu'à maintenant dans le manga, il fait quelques apparitions par-ci par-là, mais on l'a jamais réellement vu. On se doute qu'elle possède un stand, mais on l'a encore jamais vu non plus. Et du coup c'est cool de l'avoir un peu mise en avant pour ce combat. Alors je l'aime bien, elle est détestable et totalement avide de beauté, mais à la fois elle le fait pour sa famille parce que c'est un mannequin qui pose pour la maison de fruits. Et donc du coup ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est que du coup on retrouve la même ambiguïté qu'avec le reste de la famille. Donc c'est vrai que pour à peu près tous les Higashikata, principalement Jobin mais aussi un peu Noriske et les autres, et Joshu aussi, ils sont ambigus, c'est-à-dire qu'ils ont des motivations, ils font des trucs bizarres mais à la fois ils le font pour leur bien de leur famille, etc. Il y a toujours ce truc là un peu, on sait pas si elle fait ça par pur désir d'argent, etc. ou si elle le fait pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais voilà, j'aime beaucoup l'ambiguïté qu'il y a autour de tous les personnages de la famille Higashikata. Et là c'est encore bien foutu avec Mitsuba, donc c'est un perso cool. Également j'avais envie de revenir sur un petit point quand même. On a le retour du Raki totalement horny dans ce tome. Alors déjà que la dernière fois on a vu le droit au Pourtom qui est en train de lécher une meuf comme ça sans problème. Là ça se tripote les seins, ça parle de règles, etc. Là Araki il était horny en écrivant Stark. Et bon c'est bien, ça montre un peu quel genre de personnage est Mitsuba, donc je trouve ça cool. Et puis voilà, l'arrivée à l'hôpital ça annonce aussi le début d'un arc incroyable. Vous êtes pas prêts pour la suite, vous êtes pas prêts. Vous ne savez pas dans quoi Josuke, Mamezuku, Yasuo, etc. se sont engouffrés en allant dans cet hôpital-là. Honnêtement, l'un des meilleurs arcs de Jojo Lion va bientôt arriver. L'hôpital TG, il va se passer des dingueries et j'ai hâte que vous voyez ça. Parce que bordel, ça va être absolument dingue. Sinon, j'ai pas parlé de Yasuo, mais bien sûr, Yasuo, toujours un très bon personnage. J'aime beaucoup son envie de savoir la vérité, d'enquêter toujours pour sauver Josuke et tout. J'aime beaucoup sa relation avec Josuke, encore une fois. Ça change pas, voilà, Yasuo, j'en ai déjà assez parlé dans le dernier tome, mais j'aime énormément Yasuo et c'est toujours cool de l'avoir mis en avant comme ça. Et vous allez voir que le duo Mitsuba-Yasuo va être vraiment très cool, c'est un très bon duo. Et le développement sera très très cool. Déjà que le début du duo est très cool, mais vous allez voir que par la suite, ça va être très sympa.
Et du coup, je vais terminer cette review avec un petit point sur le dessin. Alors, c'est sublime encore une fois. On a un aspect très carré qui tranche un peu avec les récents chapitres de Jojo Lion. Mais j'aime beaucoup cet aspect carré. Alors, en termes de découpage, c'est toujours incroyable, encore une fois. Hein. Ça rend très très bien, c'est très bien découpé comme d'hab. J'adore le découpage de Jojo Lion, j'adore le dessin de Jojo Lion, ça ne change pas. J'ai quand même quelques petites planches coup de cœur, notamment le visage de Mamezuku déformé, qui a vraiment un flow aux premières parties de Jojo, que j'adore. Pareil pour le pourtome qui se fait transpercer, avec Josuke à gauche, etc. J'adore cette planche, elle est vraiment très très belle cette planche. Et puis pareil pour la langue de pourtome. J'aime beaucoup les gros plans sur les visages globalement dans cet épisode, dans ce tome là, ils sont très très bien foutus, assez détaillés, et puis on voit bien le détail de la tête, etc. J'aime beaucoup. Et puis il y a aussi bien sûr la planche de Jogging qui récupère la flèche en mode Requiem, comme avec Giorno. Cette planche là qui est une de mes préférées de tout Jojo Lion, il a un flow incroyable, il y a une superbe ref. On a aussi toutes les planches en rapport avec Mitsuba et ses cheveux qui sont super belles, super bien dessinées. Pareil pour cette planche où on la voit hésiter face à la proposition de Dr. Wu. Je la trouve vraiment très très belle cette planche là, très sombre. On comprend bien ce qui se passe dans la tête de Mitsuba à ce moment là, donc c'est une grande réussite également au niveau des dessins de Mitsuba qui est plus mis en valeur que jamais. Voilà, incroyable en termes de dessin donc. Très violent comme style, avec des bonnes déformations de gueule à l'ancienne, ça fait du bien, avec un bon découpage, etc. Enfin bref, le style de Jojo Lion est toujours incroyable. Allez, je vais peut-être conclure parce que la review commence à être longue. C'est vrai que moi, quand je commence à partir en impro comme ça, je pourrais parler longtemps, en même temps le tome était si bien. Donc je vais conclure en disant que c'est un très bon tome, avec une excellente fin du combat contre Ozone Baby, contre Pourtome. Un combat que j'aurais donc absolument adoré en tome de par ses références à Requiem, sa tension omniprésente et ses différents camps qui se battent sans même savoir qui sont les autres camps, où est-ce qu'ils sont, etc. J'aime beaucoup ce combat. J'ai adoré le combat contre Ozone Baby. On a aussi du coup le début du combat contre Dr. Wu, très mystérieux et très intéressant avec une ambiance pesante. Et des persos qui changent, ça fait plaisir d'avoir un peu de fraîcheur avec Mitsuba, Yasuo et ce cher Dr. Wu. Et bien sûr tout ça servi par des dessins, comme d'habitude, magnifiques. Donc voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais pour ce tome, pour cette review. Allez, on passe à l'outro. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de tome 19 de Jojo Lion. Elle a été un peu plus longue que les autres, d'habitude c'est, de toute façon dans tous les cas vous allez être habitués. À chaque review de Jojo Lion c'est encore plus long que la précédente. Mais voilà, j'ai bien kiffé, j'aime beaucoup ces petites vidéos qui me permettent de m'exprimer en impro comme ça me fait du bien. Que de lire tout le temps un texte comme ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces reviews de Jojo Lion. Même si elles sont pas très vues, j'aime beaucoup me poser comme ça et parler devant mon micro tranquillement. J'aime beaucoup cet exercice. Voilà, comme d'habitude la liste des donateurs s'affiche ici. Merci les gars, vous avez régalé sur les lives Dark Souls récemment. Merci à tous. Bon, pour ce qui est de la review, n'hésite pas à la liker si elle t'a plu, à me dire en commentaire ce que tu as pensé du tome ainsi que de la review en elle-même. Tu peux partager la vidéo si tu as envie, parce que c'est toujours cool de propager la passion de Jojo au monde entier. Voilà, je sais pas ce que je dis, je suis un peu fatigué en vrai. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé, et puis si c'est le cas, et bah tant mieux, c'est le principal. Enfin voilà, de mon côté, c'était probablement l'avant-dernière vidéo, si ce n'est la dernière vidéo que j'aurais montée sur mon ancien PC avant que je reçoive ma tour. Oh là là, avec ces petits composants qui vont bien, qui vont me permettre de faire des vidéos pas en plus grand nombre, parce que bon, bah, elle reste la contrainte du temps, mais de meilleure qualité et avec un bien meilleur confort au montage. Donc voilà, je vais prendre un plaisir fou à monter les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc j'espère que vous serez là pour m'accompagner dans cette aventure. Allez, bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et n'oubliez pas, Jojo Lion, c'est la vie, oui.